Aujourd'hui, la prise en charge des malades mentaux, c'est devenu un vrai casse-tête pour les pouvoirs publics en République démocratique du Congo. C'est comme si on ne sait plus quoi faire de nos compatriotes mentalement malades. On les laisse en errance ça et là, c'est la place publique, et pour manger, ils doivent fouiller les poubelles. Certains ont investi des terrains entiers dans la ville et en font leur bastion où ils entassent des ordures ramassées par-ci par-là, amplifiant ainsi les problèmes d'insalubrité qui se posent déjà avec beaucoup d'acuité dans la ville. D'autres malades mentaux, ceux qu'on accuse d'être des sorciers, sont souvent amenés chez les pasteurs et autres ministres de Dieu où ils subissent des traitements inhumains dans des séances de désenvoûtement. De l'autre côté, il y a les tradipraticiens qui proposent aussi des traitements pour guérir les malades mentaux. Ce qui est vrai, dans ce monde des tradipraticiens, il y a à boire et à manger. Beaucoup sont des aventuriers et des charlatans qui ne connaissent rien de la santé mentale. À la suite d'une rumeur infondée qui a circulé dans la ville, une rumeur faisant état de faux malades mentaux, mais qui au fait sont des espions au service de je ne sais qui. Beaucoup de malades mentaux sont traqués et amenés de force au CNPP. Je pense qu'à partir du moment où il y a eu un communiqué très officiel de l'inspecteur provincial de la police de la ville de Kinshasa, nous ne pouvons plus parler des rumeurs, nous devons parler des faits. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été appréhendées par la police lors des patrouilles et parmi ces personnes-là, il y a des malades mentaux. Et ceux qui ont été repérés effectivement comme malades mentaux ont été transférés dans notre institution au CNPP. Et pour les autres, s'il y en a eu, ce sont les instances judiciaires et de la police nationale qui peuvent vous donner l'information. Ce n'est pas du tout une nouvelle chose. Cette opération a toujours été réalisée bien avant que moi-même qui vous parle ne mette mes pieds ici au CNPP. Parce qu'à l'époque, on ramassait les malades errants. On les amenait ici. Et comble de malheur, je vous signale aussi que pendant les ramassages, on prenait même les mécaniciens qui étaient mal habillés, qui se présentaient d'une façon anormale, c'est-à-dire qui étaient sales, entre guillemets. On les ramassait et on les amenait ici. Les ivrognes aussi. Et c'est ici, sur place, qu'on s'est rendu compte que non, celui-là, il n'est pas malade, c'est-à-dire, bon, c'était par accident qu'on l'a amené. Donc c'est une histoire qui date de très très longtemps. On a toujours ramassé les malades errants, c'est le terme qu'on utilise. Dommage, c'est ce qui s'est passé, c'est malheureux. Il y a des malades qui ont été exécutés comme ça, parce qu'on a cru qu'ils faisaient semblant alors que ce n'était pas. Ce n'était pas. Et c'est normal qu'on trouve un fou, sur un fou les armes et les moyens de communication. Oui, c'est normal parce que je vous dis que toute personne est disposée ou prédisposée à faire une maladie mentale. Bon, et lorsque quelqu'un était militaire et qu'il a été habitué à manipuler les armes, c'est normal que lorsque cette personne est devenue malade et malade mentale, il a gardé son arme. Et par la suite, peut-être qu'il n'utilise même pas. Il a gardé comme ça. Et on l'attrape avec ça. On dit que non, c'est quelqu'un qui voulait faire... alors qu'il n'a jamais agressé quelqu'un. Voilà. Donc c'est fort possible. Les gens ne se réalisent pas qu'au quotidien, il y a plus de personnes qui sont enclins à des perturbations sur le plan de santé mentale. Et ces personnes-là ont besoin d'assistance. Ces personnes-là doivent être prises en charge. Et la prise en charge, vous savez qu'elle est assez holistique. Et nous la faisons ici, au CNPP, et nous avons la capacité. Mais quand on parle de la santé mentale, qui est un facteur qui est intégré dans la santé, ça demande de moyens. Parce que les personnes qui n'ont pas de possibilités, les personnes qui n'ont pas d'assistance, les personnes qui sont parfois abandonnés par leur famille, ils vont se retrouver dans la rue. Et c'est comme ça que vous voyez des personnes qui présentent des troubles mentaux, et donc la population n'arrive pas d'ailleurs à bien caractériser, et ils sont là, ils circulent, et vous verrez effectivement qu'il y a d'autres qui sont en train de marcher vite sur les avenues, de faire des gestes un peu excessifs, et d'autres qui sont un peu retranchés dans leur coin, comme on dit, isolés, et
parfois avec un collectionnisme, ils ramassent un certain nombre de choses, ils ont des sacs et consorts. Mais des troubles comme ça, là, c'est des troubles qui ont commencé certainement petit à petit dans leur propre famille et que ces personnes ont été oubliées ou par difficulté de prise en charge, ils se sont retrouvés effectivement seuls dans cet état avancé de maladie, alors que nous avons une institution qui peut bien le prendre en charge. Nous sommes là, des spécialistes qui connaissons bien tout ce malade. L'aspect que vous êtes en train d'évoquer, aujourd'hui on parle qu'il y a plus de malades mentaux qui circulent dans la ville de Kinshasa. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Nous n'allons pas le constater seulement aujourd'hui. Moi, ça fait déjà presque 30 ans que je suis dans le métier et je vois ces malades-là. Et parfois, nous sommes peinés de constater même que certains malades pour lesquels nous avions commencé une prise en charge ont été vite abandonnés et ils se sont retrouvés dans la rue. Alors, ces personnes qui se retrouvent dans la rue, il faut les checker. Ils proviennent de plusieurs couches sociales. Ils proviennent de plusieurs catégories. Et vous savez qu'en fait, nous avons traversé dans notre pays plusieurs crises. Si je peux remonter un peu, déjà avec les pillages de 93, nous nous sommes retrouvés effectivement avec une situation presque de guerre en 97 qui a touché Kinshasa, 97-98, vous vous souvenez, qu'il y avait plein de gens qui aussi étaient psychologiquement traumatisés. Et vous savez qu'aussi la plupart de ceux qu'on appelait les Kadogo, qui sont venus comme libérateurs, mais ils n'ont jamais été préparés, et beaucoup ont été ramassés ça et là, dont on ne connaissait pas très bien le profil, et d'autres sont restés dans la rue, présentant effectivement diverses troubles, maladies mentales, et vous pensez effectivement que quelqu'un qui a vécu par exemple dans l'armée, qui a vécu effectivement autour de situations perturbantes comme la guerre, mais ils auront toujours tendance parfois à se retrouver avec des tenues ou avec le matériel militaire. Il faut dire aux Kinois que les malades, ils ont leur territoire, là où ils circulent. Donc, lorsque quelqu'un devient malade mental, il choisit d'abord son siège. Non, il ne choisit pas le siège, mais c'est réflexe, je peux dire comment. Parce que c'est même une adhérence à l'environnement, tout simplement, quoi. Ça fait partie d'un syndrome. Mais sur le plan sécuritaire, il faut toujours faire attention. Nous évoquons ici les aspects qui touchent à la santé mentale. Bien sûr, ceux qui gèrent la sécurité, ils doivent pouvoir évaluer et effectivement demander l'avis du spécialiste. Parce que parfois, on a retrouvé certains malades incarcérés et parfois même jetés en prison avec un discours incohérent dont on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est. Et bon, il est possible effectivement que dans son mouvement d'errance, certains de malades parfois ramassent un certain nombre de choses. Il peut ramasser même un effet militaire. Mais il y a d'autres qui sont des militaires dont on n'a pas encore totalement démobilisé. Et ces gens-là, ils se retrouveront toujours un peu dans la posture de militaire, mais en fait avec un trouble de comportement. Nous avons tous entendu cette c'est pas rumeur ou cette clameur, mais moi en tant que spécialiste prêt à prendre les malades en charge, je crois qu'on doit nous associer effectivement aussi dans cette solution de prendre nos frères en charge. Parce que ceux qui sont malades, vous savez que parfois les malades qui présentent des troubles mentaux sont agressifs. Ils circulent parfois avec des couteaux, ils circulent parfois avec des armes. Possibles, parce qu'en fait, comme nous venons d'évoquer, y compris effectivement les événements de dégradation de la vie sociale avec les Koulouna, et parmi eux, il y a des gens qui prennent des substances psychoactives
et qui détériorent leur mental, ils se retrouvent aussi parmi des malades errants qui peuvent effectivement être emportés par le mouvement effectivement d'aller agresser des gens, et on les retrouve avec des armes. Et j'ai introduit en disant que la santé mentale englobe la promotion du bien-être. Mais le bien-être, je crois qu'il faut y mettre des moyens, il faut structurer la prise en charge. La prise en charge, elle est là. Nous pouvons la faire, et certaines personnes qui sont d'ailleurs dans la rue, d'autres sont parfois même récupérables, et nous pouvons arriver à les réinsérer dans la société avec une activité, ce qu'on appelle l'ergothérapie ou la thérapie occupationnelle, et qui consiste d'abord à les prendre en charge, à les soigner, à leur apprendre quelque chose pour qu'ils soient utiles. Les malades mentaux, vous le retrouvez dans toutes les sociétés, ce n'est pas une particularité pour la République démocratique du Congo ou Kinshasa. Mais quand on parle de Kinshasa, vous devez savoir que c'est une ville cosmopolite qui a plusieurs entrées, avec les arrivées des milliers de personnes qui entrent à Kinshasa, parfois des personnes qui sont malades et qui se retrouvent... Ça peut être des anciens militaires transportés effectivement de leur site, oui, comme des anciens militaires, et qui se retrouvent à Kinshasa. Ils peuvent garder les stigmates de personnes qui manipulent les armes, mais je crois que ce que nous devons bien faire au-delà de tout ça, c'est une prise en charge. Pour que nous ne puissions pas continuer à avoir toujours cette rumeur, alors que ces malades sont dans la rue depuis plusieurs mois, plusieurs années. Je crois qu'il y a moyen de pouvoir organiser avec les autorités de la ville, avec les autorités sanitaires, et bien sûr en impliquant la plus grande structure qui est la nôtre ici, le CNPP, pour que nous puissions aider les autorités effectivement à faire la prise en charge. Parce que la prise en charge partout ailleurs, quand on constate effectivement que ce malade qui est dans la rue devient un danger pour les autres, ou même quand il n'est pas danger pour les autres, il est danger pour lui-même, parce qu'aux endroits où il passe à la belle étoile, vous avez appris dernièrement qu'à limiter avec ce que nous avons connu comme pluie diluvienne, un fou a été emporté par les eaux, parce qu'il a été surpris dans son sommeil, il est mort. Mais ces gens-là, nous leur devons l'assistance. Et l'assistance, en fait, pour que nous puissions bien lire la définition de la santé, qui est un état de bien-être physique, mental et social. Ça signifie en fait que nous devons interagir, nous devons effectivement agir de façon efficace pour tous nos concitoyens qui se retrouvent parfois dans la rue, qui sont en détresse. En fait, ils sont enclins à réclamer une prise en charge, même s'ils ne le disent pas parce qu'ils sont malades, perturbés psychiquement. Docteur, nous pouvons le récupérer et nous pouvons le soigner, si on nous donne les moyens. Il n'y a pas un programme qui vise ça, mais c'est à l'époque qu'on a toujours fait ça. C'est-à-dire, bien avant que nous arrivions ici au CNPP, il y avait le ramassage des malades mentaux. Et dernièrement, lorsqu'il y a eu la conférence sur la francophonie, vous avez vu qu'on a procédé aussi à ces phénomènes. On a ramassé tous ces malades, on les a amenés ici, et il y a certains qui ont été stabilisés et qui sont rentrés dans leur famille. Tout ce que nous pouvons demander au chef de l'État, c'est de nous aider à soigner les malades mentaux. Parce que les malades mentaux font partie de notre société. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore en forme. Demain, qu'il ne nous dit pas que nous serons aussi malades. C'est ça. Que les gens ne croient pas que quelqu'un qui a une maladie mentale ne peut pas se faire soigner. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ici au centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa. C'est une institution qui a été créée pour soigner les gens qui ont des problèmes psychiatriques, des problèmes neuropsychiatriques. Parce que pour faire la folie, il faut avoir un cerveau. Donc tout le monde, celui qui a un cerveau, il doit s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, si jamais
il est prédisposé, il peut faire la maladie mentale. Vous savez que les fous sont des êtres humains, ils sont malades, tout simplement. Et l'État et tous ceux qui vivent avec ces personnes-là, nous leur devons une protection. Nous ne devons pas continuer à les stigmatiser. Parce que déjà, au-delà de la stigmatisation, telle que vous venez de le dire, avec une certaine agressivité sur ces personnes-là, il y a, avant tout ça, c'est l'abandon et le rejet de ne pas les accompagner dans un processus thérapeutique qui peut améliorer leur mental. Alors, lorsqu'on améliore le mental, mais je pense qu'on ne va pas trop se plaindre, on ne va pas se retrouver effectivement avec cette attitude d'agressivité sur ces malades, et qui font partie effectivement des personnes de la société et qui doivent être protégées. Et le message en fait que nous donnons, c'est que il y a des structures de prise en charge. Je crois qu'il faudra d'abord faire une identification et essayer effectivement de le retrouver là où ils sont. Et puis même pour le retrouver, vous le savez, c'est assez simple. C'est que les fous, ils vont aussi là où il y a des personnes, hein, pour la plupart. Vous le retrouverez sur les lieux publics comme au grand marché, vous le retrouvez sur les lieux publics comme au grand carrefour, le rond-point Ngaba et consorts, parce qu'ils sont aussi attirés par un certain nombre d'événements. Nous pouvons les identifier, et lorsqu'on commence à les identifier, on le prend, on les identifie, nous savons de quoi ils présentent comme trouble et nous pouvons agir, parce que chaque malade mental, c'est un cas pour nous. Il y a une manière de procéder et on peut même à la rigueur essayer de retrouver des familles, parce qu'il y a ceux-là qui connaissent même leur maison. Ils y passent parfois une ou deux fois par jour avant de se porter dans l'errance. Ils parlent lingala comme nous. Oh oui, ils ne sont pas des étrangers. Mais il peut parler aussi une autre langue. Vous savez que notre pays il est multilingue. Nous avons 254 ethnies, donc ne vous étonnez pas de voir qu'un malade qui parlerait effectivement le Kikongo ou sa langue natale, parce que Kinshasa, c'est une ville qui reçoit tout le monde. Donc nous avons des fous qui proviennent de plusieurs couches. Et puis de deux, nous devons savoir effectivement, tant que le cerveau est là, et tant qu'on est agressé par un certain nombre de facteurs, peut-être des facteurs bien sûr de constitution génétique, ça peut être des facteurs environnementaux, tels que ceux qui prennent des chanvres, des substances toxiques. Ça peut être aussi des facteurs qui sont liés à des infections, à des traumatismes. Tout ça peut engendrer effectivement des perturbations psychologiques, des perturbations mentales qui peuvent amener certaines personnes à cela. Donc, même nous-mêmes ici, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Et puis, je crois que si nous devons être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, chacun a vécu d'une manière ou d'une autre, de proche en proche, avec un malade qui a fait un trouble mental. Moi, je les reçois chaque jour. Si ce n'est pas votre frère, mais c'est peut-être un enfant du quartier, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas loin de vous, que nous connaissons. Nous avons même connu certains de nos amis brillants à l'école, mais qui ont développé plus tard des troubles de comportement. Parce qu'on ne sait pas à quel âge un trouble de comportement peut commencer. Je pense que le travail que nous devons faire ensemble avec vous, dans le cadre de la promotion de la santé mentale, je vous ai dit que la santé mentale, elle est big. Et je crois qu'elle a besoin de plusieurs acteurs. Les acteurs de la santé mentale, c'est les grues dans la société, le médecin, les psychologues, vous les journalistes, les communicologues, ceux qui font la sécurité, les militaires et consorts, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec un malade mental qui est agressé physiquement alors qu'il a déjà un mental fragile, parce qu'il faut l'arrêter, parce qu'on a trouvé. Nous devons savoir comment il se retrouve avec ces éléments-là.
Mais je vous ai expliqué les différentes époques. Nous avons ici dans cette ville reçu des militaires qui ont été recrutés et qu'on appelait les Kadogo, et parmi eux, ils ont présenté de troubles comportements parce qu'ils ont perdu de contact avec les familles, et d'autres sont restés dans la rue et continuent effectivement à se comporter comme des militaires. Donc nous devons faire attention. Je crois qu'il faut une prise en charge. Le message que nous lançons pour nous, c'est un cri d'alarme. Donc nous alertons chacun de nous et les autorités à pouvoir organiser quelque chose dans le cadre de la prise en charge de tous ces malades errants. C'est vrai qu'ils perturbent parfois l'environnement sécuritaire, l'environnement public, mais il faut bien les assister, il faut une prise en charge. La question est de savoir si réellement les faux malades mentaux existent-ils vraiment et qui est habilité à déterminer si telle ou telle autre personne est malade mentale. Cette situation est récurrente car en 1997, lorsque la rébellion du RCD voulait s'emparer de la ville de Kinshasa, beaucoup de malades mentaux ont été pris à partie et d'autres condamnés au bûcher. Le message que je peux donner aux Kinois, c'est d'aider ces malades à arriver là où ils doivent arriver. S'ils trouvent quelqu'un qui est malade dans la rue et qu'ils trouvent qu'il est suspect, la chose la plus élémentaire, c'est peut-être de prévenir la police. Et la police va apprécier, va voir les malades. Il va apprécier si les malades, ils vont adresser une réquisition au CNPP pour une prise en charge de ces malades. Ça, c'est le schéma habituel qui existe. Mais on ne demande pas à la population de se faire justice à base de déclarations que la personne va faire. Parce que c'est un malade peut construire un monde délirant, un monde irréel. Un monde qui n'est pas vrai. Il peut vous déclarer des choses qui ne sont pas réelles. Et le commun des mortels n'est pas en mesure de faire la différence entre la réalité et ce que dit le malade. Oui, nous rentrons dans ce moment-là dans la vieille psychiatrie, où il y avait la chasse aux sorcières, où les malades mentaux étaient considérés comme des sorciers brûlés vifs. Donc là, nous n'allons pas reculer, nous sommes quand même dans un monde moderne où il y a des droits, où il y a la promotion des droits de l'homme. Même ces personnes-là doivent jouir de leurs droits fondamentaux de l'homme aussi. Entre autres, les droits aux soins, les droits à la vie, les droits à un logement, les droits à la nourriture. Donc, les droits les plus élémentaires. Le message que j'ai pour les pasteurs, c'est que les pasteurs apportent leur part des choses, leur part dans la prise en charge de ces malades. Mais ce que nous leur demandons, c'est de ne pas séquestrer les personnes qui ont besoin de soins et ceux qui ont vraiment besoin de soins, qui les adressent à temps, donc à la structure qui peut être capable de les prendre en charge. Il est vrai, quand nous sillonnons les artères dans la ville province de Kinshasa, on rencontre beaucoup de malades errants. Ça, c'est ce qui apparaît, première vue. Mais il est important maintenant de savoir que ces malades qui sont errants, ils ne sont pas dans des structures de prise en charge. Ils restent dans l'errance. Il y a de ces malades-là qui meurent, même dans la rue. Malheureusement, il y a de ces malades aussi qui parfois étaient hospitalisés dans notre institution, qui à la sortie, ils restent à la merci et ils peuvent se retrouver aussi dans la rue. C'est un problème de santé publique qui est réel. C'est encore ce que je dis, c'est l'impression qu'on a. Pour dire vrai ou faux malade, il faut que ces malades soient consultés. On doit poser le diagnostic d'un problème de trouble mental avant quoi que ce soit. Sinon, c'est difficile. On peut dire qu'il y a des faux malades parmi ces malades. Il y a aussi des vrais malades parmi les gens qu'on ne considère pas être malades. Mais il est vrai que dans l'éclosion de maladies mentales, il y a plusieurs facteurs. Et les facteurs de stress jouent aussi à près de 40%. Et c'est ainsi que vous allez vous rendre compte que les multiples stress que nous avons connus dans notre vie, dans notre développement, dans l'histoire même politique aussi de notre pays, a aussi un impact sur la santé mentale de la population. Comment ça? Et tenez par exemple, il y a, vous savez, dans l'éclosion d'une maladie mentale, il y a des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs sociaux. Parmi les facteurs biologiques, il y a le tempérament. Il y a de ces gens-là un tempérament qui est le versant inné de la personnalité. Il y a de ces gens qui sont déjà dans l'air de nature, ils ont la facilité de gérer, de supporter le stress. D'autres non. Ajouter à cela les facteurs environnementaux qui peuvent être psychologiques et sociaux, ces facteurs feraient que la personne, en plus de ce qu'il a d'inné,
des produits et un type de personnalité qui aura des problèmes à pouvoir résoudre ses stress. C'est ainsi que, face aux vicissitudes de la vie, les gens adoptent certains mécanismes de défense qu'on appelle des stratégies d'adaptation qui peuvent être soit dysfonctionnelles, soit aller même au niveau de la résilience, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît un problème, qui résout le problème et il devient plus fort qu'avant. Est-ce que la loi congolaise protège-t-elle suffisamment les malades mentaux? Nous tous, ce qui est vrai, nous sommes des malades mentaux potentiels parce que n'importe qui peut devenir mentalement malade un jour. Il y a quelques temps, je crois 2 ou 3 semaines, on a vu à travers la ville de vagues on dirait des chasses sorcières de certaines personnes sur les routes, sur les grandes artères de la ville contre certaines personnes appelées fous, comme quoi il y aurait des infiltrations. Et donc c'est effectivement une question d'actualité et vous faites bien de poser la question parce que à un certain moment il faut savoir si cette problématique de la santé mentale de ces personnes, de ces concitoyens que nous voyons, est-ce qu'ils ont des droits, est-ce qu'ils ont des obligations, est-ce qu'ils ont bénéficient de certaines protections légales, et donc il est important de savoir ce qu'on appelle une infraction, parce que nous allons parler de responsabilité pénale. Il faut qu'on comprenne d'abord c'est quoi une infraction. Il faut savoir qu'une infraction, et ça tous les juristes le savent, et même lorsque on va devant la justice pour défendre, ou même lorsque le magistrat doit condamner, doit demander la condamnation devant le juge d'une personne qui a commis une infraction, il doit démontrer essentiellement 3 choses. C'est ce qu'on appelle les éléments constitutifs d'une infraction. Ces éléments sont de manière générale au nombre de 3. Il y a ce qu'on appelle l'élément légal. Je l'ai dit un peu en le disant. L'élément légal, ça veut dire que cette infraction ou cet acte ou cette interdiction doit être prévue par la loi. Nul ne peut venir dire « Ah non, ce que vous avez fait là, vous avez commis une infraction » alors qu'il n'y a aucune loi qui le prévoit. C'est ce qu'on appelle l'élément légal. Et puis il y a une maxime d'origine latine qui est souvent citée en la matière, « nullum crimen nulla poena sine lege », ça veut dire il n'y a pas d'infraction ni de peine si ce n'est celle prévue par la loi. Donc, si quelqu'un commet un acte ou s'abstient de commettre un acte qui n'est pas prévu par la loi, à ce moment-là, il n'a commis aucune infraction. Là, il faut que nécessairement, pour qu'on qualifie un acte ou une omission d'infractionnel, il faut que cela soit prévu par le code pénal ou par d'autres dispositions spéciales qui prévoient des incriminations et des peines. Le deuxième élément, c'est l'élément matériel. L'élément matériel, c'est la manifestation matérielle même de l'acte. Si par exemple on dit que vous avez commis par exemple un faux en écriture, il faut que la personne qui vous accuse apporte un écrit et prouve que cet écrit-là vous avez falsifié, vous avez commis un faux, ou que vous avez volé par exemple un bien appartenant à autrui. Il faut qu'il démontre qu'effectivement cette chose appartenait à telle personne et que vous avez soustrait frauduleusement. Donc, l'élément matériel, c'est cet élément qui démontre la matérialité, la visibilité de la violation de l'infraction. Par exemple, en cas d'homicide, donc voilà, il y a quelqu'un qui est mort et qu'on apporte la preuve que c'est vous qui êtes à la base de son décès, soit que vous avez tiré sur lui avec un fusil, ou vous avez agressé avec un couteau, ou peut-être avec quelque chose qui a fait que cela a entraîné sa mort. Donc la mort de la personne est la manifestation matérielle de l'infraction d'homicide. Alors, après ce deuxième élément, le troisième élément,
c'est l'élément moral ou l'élément intentionnel. L'élément moral ou l'élément intentionnel de l'infraction, de manière générale, il y a des infractions intentionnelles, il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle des éléments, des infractions matérielles. Nous pouvons constater qu'en République démocratique du Congo, nous avons de nombreux problèmes de santé mentale et ces problèmes-là ne sont pas pris en compte. Et quand l'on considère les infrastructures et les praticiens appelés à s'occuper des gens qui ont des problèmes de santé mentale, nous nous rendons compte qu'il y a une insuffisance. Pourtant, comme vous pouvez le constater, nous sommes stressés pour plusieurs raisons. Par-ci, par-là, à cause des violences, nous sommes en proie au traumatisme psychique. Nous connaissons la dépression mentale, nous sommes mal à l'aise, nous avons l'anxiété, nous avons des troubles mentaux associés à la maladie du cerveau qu'on appelle l'épilepsie. Nous avons des troubles mentaux associés aux accidents vasculaires au niveau du cerveau qui deviennent de plus en plus fréquents et frappent des personnes en âge de travailler au moment où ils doivent produire plus. Nous avons des cas de traumatisme crânien occasionnés par beaucoup d'accidents, surtout actuellement les accidents de moto. Et puis la pandémie Covid-19 est venue aggraver. Et quand on circule dans la cité, quand on écoute les discours des gens, on a l'impression que nous sommes tous traumatisés au niveau psychique, au niveau individuel et au niveau collectif. Activistes des droits de l'homme. Il nous revient de noter qu'en République démocratique du Congo, il n'existe ni législation, ni idée nationale spécifique aux activités de santé mentale. La loi cadre de la santé, la loi numéro 018, barre 035, du 13 décembre 2018, portant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique et muette sur la santé et les maladies mentales, sauf à son article 12, où il est mentionné la protection des personnes vulnérables dont les malades mentaux. Alors que les personnes souffrant de tuberculose, les personnes souffrant de la lèpre, les personnes souffrant de la maladie VIH-Sida bénéficient de soins médicamenteux gratuits spécifiques à leur maladie. Mais jusqu'à ce jour dans notre pays, et pour les malades mentaux de façon générale, et pour les épileptiques qui souffrent aussi mentalement avec leur famille, il n'y a aucune possibilité d'avoir des soins médicamenteux gratuits comme il en est le cas pour la tuberculose, la lèpre et les VIH. Soigner un malade mental est financièrement coûteux. Nombreuses familles ne disposent pas suffisamment de moyens lorsque les cas arrivent en famille. Donc si l'État ne s'engage vraiment pas, comme il le fait dans certaines grandes endémies, comme le VIH, comme la tuberculose, c'est tout à fait normal qu'on trouve beaucoup de malades en divagation dans la rue. Dis-nous, dans d'autres pays, qui prend en charge les malades mentaux? Les malades mentaux sont pris en charge par les familles. Si les membres des familles ne financent pas directement, ce sont les employeurs de ces membres de famille ou les employeurs de ces malades qui prennent en charge les soins. Et voilà ce qui se passe. Ce qui se passe en Europe, c'est que toute personne qui commet un délit a besoin essentiellement d'une expertise psychiatrique. Parce qu'il y a des gens qui peuvent commettre des délits dans un état mental diminué. Ils sont malades mentaux. Ils posent des actes délictueux et on doit en tenir compte quand on fait le jugement de ces malades. Évidemment, nous n'en sommes pas encore là, mais ici, il y a peut-être quelques cas pour qui le procureur peut demander une expertise psychiatrique avant de décider de sa condamnation ou de son jugement. Voilà. Mais l'hôpital psychiatrique est différent d'une prison. La prison, c'est pour les personnes, comme je l'ai dit, qui ont commis des délits, tandis que l'hôpital psychiatrique, c'est pour ceux qui sont malades. Évidemment, certaines personnes délictueuses peuvent passer de la prison à l'hôpital psychiatrique. Quand nous regardons les malades mentaux errants qui se trouvent dans la rue, ils sont les laissés pour compte
Même nos frères des églises ne s'occupent pas d'eux, personne ne s'occupe d'eux. Actuellement, vous savez, on les a ramassés et on les a amenés tous à l'hôpital. Ils sont là au CNPP dans des conditions très difficiles. Les animateurs et activistes des organisations de la société civile en général, les activistes ou défenseurs des droits de l'homme en particulier, comprennent mal la notion de santé mentale et ses applications dans la vie quotidienne. Il n'y a aucun plaidoyer en faveur de la santé mentale de leur part, alors que nous savons que les questions des droits humains sont effectivement des questions de droits et de santé mentale. Voilà pourquoi la santé mentale est encore négligée dans notre pays, alors que c'est une composante très importante de la santé. Et à cause de la négligence et de l'ignorance de la santé mentale, nous pouvons noter parmi les conséquences l'absence de cohésion sociale et nationale sur le plan politique, la résistance au changement de mentalité et l'expansion de la pathologie sociale et mentale qui nous empêche de nous développer. La pathologie sociale et mentale vient d'être aggravée par la pandémie Covid-19. Les droits des personnes affectées par la pathologie sociale et mentale ne sont pas protégés. La République démocratique du Congo connaît une crise multisectorielle depuis plusieurs décennies. La crise a été amplifiée par la guerre de 1997 et des rébellions armées qui continuent jusqu'à ces jours. Ceci a gravement entamé la santé mentale des Congolais, car beaucoup ont perdu les êtres chers, d'autres ont perdu des biens matériels. Les femmes ont été violées et les enfants intégrés des forces d'armée. Spécialement pour Goma, nous avons beaucoup de malades mentaux du fait qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette ville. Premièrement, nous avons eu l'éruption volcanique en 2002 qui a détruit presque la moitié de la ville. Il a emporté de commerce, des maisons et même tué des gens. Nous avons aussi connu la guerre pendant plus de 20 ans, vous savez. Pendant plus de 20 ans, les gens ont été tués, violés, massacrés. Bon, alors il y a énormément de malades mentaux un peu partout. Qu'est-ce que font les autorités pour gérer le problème? Absolument, les autorités, moi je dirais clairement qu'ils ne font absolument rien. Parce que nous avons qu'un seul centre de santé mentale qui est ici à Goma. Et je ne pense pas qu'il y ait même un soutien du gouvernement congolais. En tant que chef de division technique du programme national de santé mentale, il existe une politique nationale de soins de santé mentale. Et dans cette politique-là, nous préconisons la décentralisation des soins de santé mentale au niveau des structures de base. Déjà que la communauté doit jouer un rôle dans la prise en charge et l'accompagnement de ces malades. Les centres de soins de la pyramide des soins vont offrir un plateau technique pour une bonne prise en charge de ces malades. Et si nous mettons vraiment en marche cette stratégie de l'intégration des soins de santé mentale dans les soins de santé primaire, beaucoup de problèmes peuvent être résolus et ces malades qui sont en divagation peuvent être pris en charge dans la communauté, dans les structures de soins et ils peuvent de nouveau contribuer en fonction de leur capacité résiduelle à l'effort de développement commun de la nation. Le président Félix Tshisekedi parle aujourd'hui des peuples d'abord. Pour que sa politique réussisse, il ne faudrait pas limiter la question de santé mentale sur la seule schizophrénie, mais il faudrait l'étendre dans tous les domaines de la vie nationale.